La perte soudaine de mobilité d'un côté du visage est une expérience particulièrement déstabilisante, aussi bien pour la personne qui la vit que pour son entourage. Ce type de manifestation, souvent inattendue, suscite de nombreuses inquiétudes car il touche directement l'expression faciale, la parole, le regard et parfois même la capacité à manger ou à fermer l'œil. Face à ces signes impressionnants, beaucoup de personnes redoutent immédiatement une atteinte grave sans toujours comprendre ce qui se passe réellement. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à une affection neurologique spécifique responsable de ce type de paralysie faciale soudaine, la paralysie de Bell. Nous verrons ensemble ce qu'il faut savoir pour mieux la comprendre, reconnaître ses signes, identifier les facteurs qui peuvent y être associés et surtout savoir comment réagir rapidement. L'objectif est de vous fournir une information claire, fiable et accessible afin de dissiper les idées reçues et de vous aider à adopter les bons réflexes face à cette situation. Bienvenue sur Symptômes et Solutions, la chaîne dédiée à la compréhension des maladies, des troubles de santé et de leurs manifestations. Ici, nous décryptons les symptômes, expliquons les mécanismes des maladies et faisons le point sur les options de prise en charge, toujours avec une approche pédagogique et vulgarisée. Si ce type de contenu vous aide à mieux comprendre votre santé ou celle de vos proches, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager autour de vous. Votre soutien permet à la chaîne de continuer à diffuser une information médicale claire, utile et responsable. 1. Qu'est-ce que la paralysie de Bell? La paralysie de Bell est une atteinte aiguë du nerf facial, responsable des mouvements des muscles du visage. Elle se manifeste par une paralysie ou une faiblesse brutale d'un seul côté du visage, apparaissant le plus souvent en quelques heures, parfois au réveil. Cette atteinte concerne un nerf essentiel à l'expression faciale, mais aussi à certaines fonctions comme la fermeture de l'œil, le sourire, la mastication partielle, le goût et la sécrétion de larmes et de salive. Il s'agit d'une paralysie faciale périphérique, ce qui signifie que le problème ne se situe pas au niveau du cerveau, mais le long du trajet du nerf facial. Contrairement à un accident vasculaire cérébral, la paralysie de Bell n'entraîne généralement ni trouble de la parole centrale, ni paralysie des membres, ni altération de la conscience. Cette distinction est essentielle pour rassurer les patients tout en soulignant l'importance d'un diagnostic médical rapide. La paralysie de Bell est dite idiopathique, car aucune cause unique n'est formellement identifiée dans la majorité des cas. Elle reste toutefois une affection relativement fréquente, le plus souvent transitoire, avec une évolution favorable dans la grande majorité des situations lorsqu'elle est prise en charge précocement et correctement. 2 causes et facteurs de risque. Les causes exactes de la paralysie de Bell ne sont pas toujours clairement identifiées, ce qui explique son caractère dit idiopathique. Toutefois, les données médicales actuelles suggèrent fortement un mécanisme inflammatoire du nerf facial, entraînant son gonflement à l'intérieur du canal osseux étroit qu'il traverse. Cette compression perturbe la transmission des influx nerveux vers les muscles du visage, provoquant ainsi la paralysie. Parmi les hypothèses les plus largement admises, la réactivation d'une infection virale occupe une place centrale. Le virus de l'herpès simplex de type 1, responsable de l'herpès labial, est le plus souvent impliqué. D'autres virus peuvent également être associés, tels que le virus du zona, le virus d'Epstein-Barr, le cytomégalovirus ou encore certains virus responsables d'infections respiratoires. Dans certains cas, une réaction auto-immune ou un stress physiologique important pourrait également favoriser l'inflammation du nerf facial. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés et augmentent la probabilité de développer une paralysie de Bell. Il s'agit notamment du diabète, de la grossesse, en particulier au 3e trimestre, des infections ORL récentes, d'un affaiblissement du système immunitaire, ainsi que du stress intense et de la fatigue chronique. Bien que ces facteurs ne provoquent pas systématiquement la maladie, leur présence peut favoriser son apparition ou en aggraver l'évolution. 3 symptômes et signes cliniques. Les symptômes de la paralysie de Bell apparaissent généralement de façon brutale, souvent en l'espace de quelques heures, et atteignent leur intensité maximale en 1 à 2 jours. Le signe le plus caractéristique est une faiblesse ou une paralysie d'un seul côté du visage, donnant une impression d'asymétrie faciale marquée. Cette modification soudaine de l'expression du visage est souvent le premier élément qui alerte le patient. Sur le plan fonctionnel, la personne atteinte peut présenter une difficulté à fermer l'œil, à sourire, à froncer les sourcils ou à gonfler la joue du côté concerné. La bouche peut s'affaisser, entraînant un écoulement de salive et des difficultés pour parler, manger ou boire. D'autres symptômes peuvent être associés,
telles qu'une diminution ou une perte du goût sur la partie antérieure de la langue, une sécheresse oculaire ou au contraire un larmoiement excessif, ainsi qu'une sensibilité accrue au son, appelée hyperacousie. Des signes généraux ou sensoriels peuvent également accompagner la paralysie, notamment une douleur derrière l'oreille, au niveau de la mâchoire ou du cou, parfois quelques heures ou jours avant l'apparition de la paralysie. Il est important de souligner que la paralysie de Bell ne s'accompagne généralement ni de troubles de la conscience, ni de paralysie des membres, ni de troubles du langage central. La présence de tels signes doit impérativement conduire à une prise en charge médicale urgente afin d'éliminer d'autres causes plus graves. 4. Diagnostic de la paralysie de Bell. Le diagnostic de la paralysie de Bell repose avant tout sur un examen clinique approfondi réalisé par un professionnel de santé. Celui-ci évalue l'apparition soudaine de la paralysie faciale, son caractère unilatéral et l'atteinte globale des muscles du visage. Le médecin demande notamment aux patients de sourire, de fermer les yeux, de lever les sourcils ou de gonfler les joues afin d'apprécier le degré de faiblesse musculaire et la symétrie faciale. L'un des objectifs majeurs du diagnostic est de différencier la paralysie de Bell d'autres causes de paralysie faciale, en particulier l'accident vasculaire cérébral. Contrairement à une paralysie centrale, la paralysie de Bell touche l'ensemble du visage du côté atteint, y compris le front, ce qui constitue un élément clé pour orienter le diagnostic. L'absence de troubles neurologiques associés, tels qu'une faiblesse des membres ou des troubles de la parole centrale, renforce également cette orientation. Des examens complémentaires ne sont pas systématiques, mais peuvent être prescrits en cas de doute ou d'évolution atypique. Il peut s'agir d'une imagerie cérébrale, IRM ou scanner, pour éliminer une cause centrale, d'un électromyogramme afin d'évaluer l'atteinte du nerf facial et le pronostic de récupération, ou encore de bilan biologique si une infection ou une pathologie sous-jacente est suspectée. Le diagnostic de paralysie de Bell est posé lorsqu'aucune autre cause identifiable n'explique la paralysie faciale. 5. Traitement et prise en charge. La prise en charge de la paralysie de Bell vise principalement à réduire l'inflammation du nerf facial, à favoriser la récupération fonctionnelle et à prévenir les complications, en particulier au niveau de l'œil. Le traitement est d'autant plus efficace qu'il est instauré précocement, idéalement dans les 72 heures suivant l'apparition des symptômes. Le traitement médicamenteux repose en priorité sur l'utilisation de corticostéroïdes tels que la prédnisone, qui permettent de diminuer l'édème et l'inflammation du nerf facial. Dans certains cas, notamment lorsque l'origine virale est fortement suspectée, un traitement antiviral peut être associé, bien que son efficacité reste discutée. La protection oculaire est un élément essentiel de la prise en charge. Larmes artificielles, pommades ophtalmiques et pansements nocturnes sont souvent nécessaires pour éviter la sécheresse de l'œil et les lésions de la cornée. En complément, la rééducation faciale joue un rôle important dans la récupération. La kinésithérapie et les exercices de stimulation des muscles du visage permettent de limiter les séquelles, d'améliorer la coordination musculaire et de prévenir l'apparition de mouvements involontaires. Dans les formes sévères ou persistantes, un suivi spécialisé peut être proposé, incluant des traitements ciblés comme la toxine botulique, dans de rares cas, une prise en charge chirurgicale. Un accompagnement médical régulier reste indispensable tout au long de l'évolution. 6. Évolution, pronostic et complications. L'évolution de la paralysie de Bell est le plus souvent favorable, avec une récupération progressive des fonctions du visage. Dans la majorité des cas, les premiers signes d'amélioration apparaissent après quelques semaines et la guérison complète survient généralement en quelques mois. Environ 70 à 85% des patients récupèrent totalement, parfois même sans séquelles visibles, surtout lorsque la prise en charge est précoce. Le pronostic dépend de plusieurs facteurs, notamment de la sévérité initiale de la paralysie, de l'âge du patient, de la rapidité du traitement et de l'existence de maladies associées comme le diabète. Les formes légères récupèrent plus rapidement, tandis que les paralysies complètes peuvent nécessiter un temps de récupération plus long. Les examens comme l'électromyogramme peuvent aider à estimer le potentiel de récupération dans certains cas. Des complications peuvent survenir chez une minorité de patients, en particulier lorsque la récupération est incomplète. Parmi les plus fréquentes figurent une asymétrie faciale persistante, des mouvements involontaires appelés synkinésie, ou encore des troubles oculaires liés à une fermeture incomplète de la paupière. Une sécheresse oculaire chronique ou une sensibilité excessive aux larmes peut également apparaître. Un suivi médical et une rééducation adaptée permettent toutefois de limiter ces complications et d'améliorer la qualité de vie des patients.
Cette prévention et conseils. Il n'existe pas de prévention spécifique permettant d'éviter avec certitude la paralysie de Bell, puisque sa cause exacte reste souvent inconnue. Toutefois, certaines mesures générales de prévention peuvent contribuer à réduire les facteurs favorisant son apparition, notamment en renforçant le système immunitaire. Adopter une bonne hygiène de vie, avec un sommeil suffisant, une alimentation équilibrée et une activité physique régulière, joue un rôle important dans la prévention des infections et de l'inflammation nerveuse. Il est également conseillé de prendre en charge rapidement les infections ORL et les affections virales, en particulier lorsqu'elles s'accompagnent de douleurs auriculaires ou faciales. La gestion du stress est un autre élément clé, car le stress chronique et la fatigue excessive peuvent affaiblir les défenses de l'organisme et favoriser certaines réactions inflammatoires. Chez les personnes présentant des facteurs de risque, comme le diabète, un suivi médical rigoureux est essentiel pour limiter les complications. En cas d'apparition brutale d'une asymétrie faciale, il est primordial de consulter rapidement un professionnel de santé. Un diagnostic précoce permet d'initier un traitement adapté dans les meilleurs délais et d'améliorer significativement le pronostic. Enfin, suivre attentivement les recommandations médicales, protéger l'œil si nécessaire et pratiquer régulièrement les exercices de rééducation faciale contribuent à une récupération optimale et à la prévention des séquelles à long terme. La paralysie de Bell est une affection impressionnante par son apparition soudaine et les changements visibles qu'elle entraîne au niveau du visage, mais elle est le plus souvent bénigne et réversible. Une reconnaissance rapide des symptômes, un diagnostic médical précoce et une prise en charge adaptée permettent, dans la grande majorité des cas, une récupération complète ou quasi complète. Comprendre cette maladie aide non seulement à réduire l'anxiété, mais aussi à adopter les bons réflexes dès les premiers signes. L'essentiel à retenir est que la paralysie de Bell n'est généralement pas liée à une atteinte du cerveau, qu'elle évolue favorablement chez la plupart des patients et que la protection de l'œil ainsi que la rééducation faciale jouent un rôle clé dans la prévention des complications. La rapidité de la consultation médicale reste un facteur déterminant pour optimiser le pronostic et limiter les séquelles éventuelles. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la paralysie de Bell, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Symptômes et Solutions, à liker la vidéo et à la partager autour de vous. Ces gestes simples contribuent à diffuser une information médicale claire, fiable et accessible au plus grand nombre. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de votre santé, restez attentif aux signaux de votre corps et à très bientôt pour un nouveau sujet sur Symptômes et Solutions.